Et si la vie nous parlait à travers des signes discrets, des synchronicités ou même notre intuition, voyons un peu comment on pourrait mieux capter ces messages. Commençons peut-être par ça, oui. Les signes, les coïncidences. C'est une idée séduisante, cette espèce de guidage subtil. Mais bon, ça soulève quand même des questions, non? Ah oui, tout à fait. La première, c'est le risque de tout voir comme un signe. Exactement. On croise 3 chats noirs et hop, c'est un message. Ou juste le hasard. C'est ça. La limite avec la superstition, elle peut être vite franchie. Surtout si on est un peu anxieux, on peut se mettre à chercher du sens partout. Et comment on fait alors pour distinguer ce qui pourrait être pertinent du simple bruit de fond de nos vies agitées? Ben justement, peut-être qu'il ne faut pas chercher frénétiquement. Plutôt cultiver une sorte d'attention, comment dire, flottante. Une présence à ce qui est là, sans forcément vouloir tout décoder tout de suite. Une attention détachée, en quelque sorte? Moins une chasse aux signes qu'une observation de ce qui nous interpelle vraiment, ce qui résonne en nous. Voilà, c'est un peu ça. Remarquer ce qui attire notre attention, de façon un peu spéciale, peut-être répétée, mais sans y coller une étiquette tout de suite. Ça demande du calme intérieur, je pense. D'accord. Et concrètement, ça pourrait ressembler à quoi, cette attention plus fine? Plutôt que de se focaliser sur un événement isolé, on pourrait regarder les motifs, les répétitions sur la durée. Est-ce qu'un thème, une image, un mot revient de façon un peu bizarre dans nos lectures, nos conversations, nos pensées? Surtout quand on est face à un choix important, peut-être? Oui, par exemple, si on hésite pour une orientation pro et que des infos sur un domaine précis arrivent de partout sans qu'on les cherche, bon, ça vaut peut-être le coup de s'y arrêter un instant. On pourrait aussi tenir un petit carnet, pas pour faire une liste de preuves, hein, mais pour noter ces trucs qui nous ont marqués. Noter la coïncidence, mais aussi le contexte, notre état d'esprit à ce moment-là. Exactement. Et avec le temps, en relisant, peut-être que des liens apparaissent. Ou alors, on se rend compte que, bon, c'était juste le hasard ou notre attention qui était focalisée sur un truc précis à ce moment-là. L'idée, c'est de rester curieux, mais aussi critique dans le bon sens du terme. Garder les pieds sur terre. Absolument. Et ça nous amène à un autre point important, l'impact de notre histoire, de nos conditionnements. On ne voit pas les choses de façon neutre, hein. Ah, ça c'est clair. Nos croyances, l'éducation qu'on a reçue, nos expériences, tout ça, ça crée des filtres. Des filtres puissants. C'est même fondamental. On parle souvent de sortir du moule, de trouver sa voie, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Ben oui. Ces moules, ils sont souvent invisibles. Les loyautés familiales, même inconscientes. Les attentes sociales qu'on a intégrées. La peur de décevoir aussi, ou d'être jugé, rejeté. Comment on fait pour repérer ces chaînes invisibles qui nous empêchent parfois ne serait-ce que d'imaginer d'autres chemins possibles? C'est un vrai travail d'exploration intérieure, ça. Pas pour tout jeter, attention, mais pour essayer de démêler ce qui vient vraiment de nous et ce qu'on porte un peu comme un héritage, parfois lourd. Une piste, ce serait peut-être d'observer honnêtement là où ça coince dans notre vie, là où on a l'impression de tourner en rond malgré nos efforts. Oui, ces zones de frustration récurrentes, elles pourraient signaler un décalage, non, entre ce qu'on désire au fond et les schémas qu'on répète. D'accord. Et une fois qu'on a mis le doigt sur un conditionnement potentiel, comment on s'en libère sans tout dynamiter? La peur du conflit, de la culpabilité, c'est souvent un frein énorme. C'est là qu'il faut de la finesse, je crois. C'est pas forcément la révolution. Ça peut passer par de petits pas conscients. Par exemple, Mais imaginez une pression familiale pour une carrière sérieuse. Si on est attiré par quelque chose de plus artistique, disons, on peut commencer par explorer ça pour soi, discrètement. prendre un cours du soir, lire des choses, rencontrer des gens du milieu. Voilà. Tester si ça résonne vraiment en nous, sans le mettre tout de suite sur la place publique, au début. On pourrait aussi regarder nos échecs passés différemment. Ah oui, vrai. Comment ça? Au lieu de les voir comme une preuve qu'on est nul dans un domaine, peut-être qu'ils indiquent juste que cette voie, c'était pas la nôtre, tout simplement. Intéressant. Un échec répété comme un message pour aller voir ailleurs, là où nos talents, nos vrais désirs seraient mieux utilisés. Ça demande du courage, c'est sûr, d'oser regarder les choses sous cet angle, mais ça peut être libérateur. Oui, et ça demande du temps, de la patience avec soi-même, démêler les fils un par un. Parfois, juste prendre conscience du conditionnement, ça lui enlève déjà une partie de son pouvoir. C'est vrai. Alors un autre domaine où on cherche souvent des messages, ce sont les rêves. On dit qu'ils sont la voie royale vers l'inconscient, mais leur langage est tellement étrange, parfois chaotique.
Les rêves, ça fascine toujours. Mais le défi, c'est de faire le tri, non? Entre le rêve qui est juste l'écho du stress de la journée ou de ce qu'on a mangé la veille. Oui. Et le rêve qui pourrait vraiment porter une intuition, un symbole important pour nous. Comment on s'y retrouve là-dedans? C'est le risque. Soit on ignore un truc potentiellement utile, soit on se met à suranalyser des images qui n'ont peut-être pas tant de portée que ça. L'interprétation littérale, c'est souvent une mauvaise piste, on est d'accord. Rêver qu'on perd ses dents, ça veut rarement dire qu'il faut prendre rendez-vous chez le dentiste. Heureusement. Non, une approche plus intéressante, c'est peut-être de s'attacher à l'ambiance générale du rêve. Et surtout à la sensation qu'il laisse au réveil. Ah oui, l'émotion dominante. Est-ce qu'on se réveille avec un sentiment de paix, d'urgence, de clarté bizarre, ou au contraire de confusion, de peur? C'est ça, cette coloration émotionnelle, elle est souvent plus parlante que le scénario lui-même, qui peut être complètement décousu. Tout à fait. Et puis il y a les rêves qui reviennent tout le temps, ou ceux qui nous marquent par leur intensité, leur étrangeté. Ceux-là, ils méritent peut-être une attention particulière. Surtout s'il semble un peu déconnecté de ce qu'on a vécu la veille. Oui, un rêve récurrent, avec les mêmes symboles, ça peut pointer vers un nœud psychologique pas résolu ou une question qu'on évite dans la vie de tous les jours. Et comment on pourrait approcher ces rêves-là, plus concrètement, sans tomber dans les dictionnaires de symboles tout faits? Le carnet de rêve, ça reste un bon outil, mais en notant pas seulement l'histoire. Les personnages, les lieux, oui, mais aussi les couleurs, les sensations ressenties pendant le rêve si on s'en souvient, et au réveil. Exactement. Et ensuite, au lieu de chercher la signification universelle, se demander, pour moi personnellement, qu'est-ce que ça représente cet élément? Quelles associations ça m'évoque à moi? On pourrait même essayer de dialoguer avec un élément du rêve, non? Une fois réveillé. Ah oui, c'est une technique intéressante. Si un personnage nous a intrigués ou fait peur, imaginez lui parler. Qu'est-ce que tu veux me dire? De quoi tu as besoin? Ça peut débloquer des prises de conscience sur ce que ce symbole représente en nous. Faut un peu d'entraînement, j'imagine. Oui, et puis il faut rester humble. Certains rêves resteront mystérieux, et c'est pas grave. L'important, c'est d'ouvrir cet espace d'écoute, sans exiger des réponses immédiates. Et ne pas oublier non plus l'influence de notre état général. La fatigue, le stress, même ce qu'on mange, ça joue sur nos nuits. Bien sûr, il faut en tenir compte pour ne pas tout surcharger de sens inutilement. Toute cette exploration, les signes, les conditionnements, les rêves, ça nous amène à une question plus large finalement. Celle de notre place, de notre responsabilité face à cette idée de guidance ou de chemin de vie. C'est un point crucial. Si on admet qu'il y a peut-être une forme d'intelligence plus vaste ou des forces subtiles qui nous influencent, comment on articule ça avec notre liberté, nos efforts personnels? C'est un équilibre délicat, oui. L'idée d'être guidé, d'avoir une mission, ça peut être très réconfortant. Ça donne du sens, surtout dans les moments durs. Mais le risque, c'est que ça mène à une forme de passivité, non? Si on attend que l'univers nous envoie un signe avant de bouger. Ou si on justifie une situation difficile en disant juste « c'est mon destin, c'est une épreuve à subir », sans chercher activement à changer ce qui peut l'être. Voilà. Le danger, c'est de démissionner de notre pouvoir d'agir, de notre libre arbitre, en s'en remettant complètement à l'extérieur. Comment on évite ça? Comment on reste acteur de sa vie tout en étant ouvert à cette dimension plus subtile? Peut-être en changeant notre définition de la guidance ou de la mission, plutôt qu'un plan rigide dicté d'en haut. On pourrait le voir comme un potentiel à réaliser. Une direction générale vers laquelle nos désirs profonds, nos talents nous poussent un peu. Oui, c'est ça. La guidance, ce serait alors pas des ordres à suivre, mais plutôt des coups de pouce, des ouvertures, des synchronicités qui viennent confirmer ou encourager un chemin qu'on est déjà en train de créer par nos choix, nos efforts. Et dans cette optique, les difficultés, les épreuves, ce ne sont plus juste des fardeaux à porter passivement, ce sont aussi des occasions d'apprendre, de grandir, de se renforcer. La question deviendrait moins « pourquoi ça m'arrive ?» et plus « qu'est-ce que cette situation m'invite à développer ? Quelle force, quelle compétence, quelle nouvelle compréhension je peux en tirer ?» Exactement. L'accent reste sur notre responsabilité, faire des choix, agir en accord avec nos valeurs, apprendre, développer nos ressources intérieures. Les aides extérieures, les intuitions, elles peuvent éclairer la route, donner du courage, ouvrir des portes. Mais c'est toujours à nous de faire les pas. L'introspection, la méditation, l'écriture, ça devient des outils pour clarifier nos propres intentions, nos besoins, pas pour recevoir des ordres, mais pour affiner notre discernement.
Et ça demande d'accepter une part d'inconnu, d'incertitude. Même si on sent une direction, le chemin il se découvre au fur et à mesure, avec des doutes, des ajustements. Des moments où on a l'impression d'avancer dans le brouillard, oui. La confiance dans un soutien subtil n'empêche pas l'effort et la lucidité. C'est une danse constante entre écouter dedans et agir dehors. Finalement, tout ça, ça nous ramène toujours à mieux se connaître soi-même, non? Apprendre à lire les signes avec discernement, c'est apprendre à voir nos propres filtres. Dépasser les conditionnements, c'est toucher nos désirs authentiques. Écouter les rêves, c'est dialoguer avec nos parts d'ombre. Trouver sa place entre agir et recevoir, c'est affirmer sa responsabilité tout en restant connecté à plus grand que soi. Alors, pour résumer un peu nos discussions d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait retenir d'essentiel? D'abord, peut-être, l'importance d'une attention juste aux signes du quotidien. Une présence ouverte, mais critique. Attentive aux répétitions, à ce qui résonne en nous, sans tomber dans la quête anxieuse. Ensuite, ce travail patient d'introspection pour repérer nos conditionnements et choisir plus librement notre chemin. Oui. Puis, le discernement face au réveillé. Écouter l'émotion, repérer les récurrences, plus que chercher le sens littéral. Et tenir compte de notre état général. Et enfin, cet équilibre, cette danse entre notre responsabilité personnelle, nos choix, nos efforts, et l'ouverture à l'intuition, aux encouragements subtils qui peuvent se présenter. Rester l'auteur de sa vie, engagé tout en cultivant cette écoute antérieure. C'est un cheminement continu, en fait, moins une destination qu'un voyage, et ça demande de la curiosité, de la patience, et pas mal de bienveillance envers soi-même, je crois, dans tout ce processus.